Blablabla. Blablabla. Historique. Abonne-toi! Pourquoi on parle aujourd'hui de Yuba II? Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire Il nous a laissé un bouquin. Il a voyagé jusqu'à, paraît-il, alors c'est curieux, hein, c'est extraordinaire. Les îles Canaries. Les îles Canaries, surtout un fleuve qu'il a appelé le Nil. Alors, c'est rigolo. C'est pas le Nil d'Égypte. C'est l'hypothèse, soit le fleuve Sénégal, soit le fleuve Niger. Mais pourquoi Yuba II appelle ces deux fleuves Nil? Il n'est pas le seul. Même au Moyen-Âge, on a des chroniques en arabe, même une chronique de la fin du 19e siècle sur l'épopée de l'Hajj Omar Tall, qui est un grand résistant face à la colonisation française au Sénégal et au Mali. On utilise le mot Nil pour désigner les grands fleuves. Et pour beaucoup d'historiens, on dit, on croyait que le Nil d'Égypte avec le fleuve Niger avait la même source, etc. C'est pour ça qu'on confondait les deux, etc. Moi, je ne suis pas du tout d'accord pour la simple raison, mais qu'est-ce que ça veut dire le Nil, d'abord? Pour qu'on puisse, le mot Nil, quelle langue? D'ailleurs, vous voyez en Égypte aujourd'hui, ils disent pas Nahr al-Nil, ils disent Bahr al-Nil. C'est une mer pour eux. Or, en Tamazirt, il, c'est le Bahr. Donc, ça s'explique de lui-même, tout grand fleuve. On va revenir à Yuba II et ses voyages. Là, tu parlais du fleuve Niger ou du fleuve Sénégal. On revient sur les îles Canaries. Ils ont été nommés, alors j'ai lu ça quelque part, hein, tu me corriges, îles Canaries à cause du chien en latin, parce que il y avait des chiens féroces sur cette île. Et de cette expédition, ils ramènent des chiens. Et les chiens qu'on retrouve aujourd'hui sur le blason des îles Canaries. Il les mentionne effectivement, parce que dans son livre, je signale que, par exemple, j'ai lu un livre sur l'histoire de l'enseignement à l'école normale supérieure en France. Et jusqu'à la veille de la conquête coloniale de l'Afrique par les Français, la seule source d'information dont ils disposaient sur le Sahel, c'est le livre de Yuba II. Ils ont continué à l'utiliser dans l'enseignement jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire pratiquement jusqu'au moment où les forces françaises arrivent un peu au Mali, au Tchad, etc., à partir du Sénégal. Ils en savaient pas trop. En parlant de Yuba II, il avait un médecin qui s'appelle Oforb. À qui il a donné la plante. Exactement. Et paraît-il, ce médecin a découvert des vertus à cette plante aujourd'hui qui nous donne l'un des meilleurs miels, parce que c'est quand même, c'est un poison aussi. Mais les abeilles qui se nourrissent de la fleur de cette plante qui fleurit en été, en plein mois d'août, quand il fait très 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 chaud, c'est à ce moment-là qu'elle fleurit. C'est pas comme les autres plantes qui fleurissent au printemps. Et donc il en découvre des vertus et il dit à partir d'aujourd'hui, cette plante va s'appeler Oforb. Du nom du médecin de Yuba II. En quelle langue il écrivait ses livres? En latin. En latin, d'accord. En latin, c'était la langue du savoir à l'époque. Mais comme je vous disais tout à l'heure, la langue latine est une fabrication de l'élite comme moyen de communication entre les sénateurs qui viennent de toutes les régions de l'Empire. C'est très important. C'est-à-dire le latin, c'est pas une langue d'une région qui s'est imposée par la force, etc. Non. C'est un modus vivendi. C'est pour cela qu'on la trouve composée de toutes les langues de la Méditerranée, y compris Tamazirt, le plus ancien roman de l'Antiquité qui est arrivé jusqu'à la modernité, celui d'Apulée, les Métamorphoses ou Landor. Il l'a écrit en latin et le titre en latin, je peux le dire aujourd'hui à n'importe quel amazighophone, il va le comprendre. Asnus auras. Asnus, c'est l'anon, la lane. Auras, c'est la couleur ocre. Et on a encore aujourd'hui des gens qui désignent le cheval dont la robe est ocre par auras, comme la montagne des Auras de l'Algérie qui sont une montagne ocre. Alors, quand on dit Asnus auras, c'est le plus ancien roman écrit dans l'Antiquité qui est parvenu à la modernité. Il n'était pas le seul, sauf que celui-là est arrivé jusqu'à chez nous et il est aujourd'hui enseigné dans l'agrégation. Il y a plein de contes que moi, personnellement, j'ai entendu de ma propre grand-mère qui se trouve dans ce roman qui s'appelle Les Métamorphoses. Moi, quand j'ai lu l'histoire de Yuba II, je vais te dire ce qui m'a frappé. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait donc des Romains qui étaient des blonds pour aller vite, qui sont venus s'installer un petit peu dans cette Afrique du Nord qui était peuplée de Amazirs. Donc, on est bien avant l'arrivée de l'islam. On est même avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et une sorte de domination comme ça, je sais pas comment considérer, voilà, domination étrangère. Et donc quand je découvre Yuba II, qui est un chef romain indigène, puisque c'est comme ça qu'il le présente dans la littérature, je suis un petit peu perturbé dans mes impressions. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cet empire romain? Vous savez, il n'y a pas un seul pays dans le monde qui n'a pas construit son passé. Le passé est une construction. C'est-à-dire, il y a le passé qui s'est passé réellement. Et puis, il y a un passé composé, qu'on compose pour les circonstances.
À un moment donné de notre histoire, on a eu le colonialisme. Et à partir de ce moment-là, la science, la mission scientifique devient un élément fondamental dans la justification du projet colonial, par la mission civilisatrice, etc., etc. Et les Français, les Espagnols, les Italiens en Libye, tout le monde se présentait comme le représentant de l'héritage dit romain, et que cet héritage romain leur appartient, à eux les Européens, parce qu'ils croyaient que c'est eux la continuité de la chrétienté qui s'installe. C'est-à-dire on s'inscrit dans l'héritage, mais nous sommes dans le champ idéologique. Il n'y a pas de problème. Ça voulait dire quoi? Cette terre était romaine. Aujourd'hui, nous sommes venus la coloniser. Nous ne faisons que reprendre nos biens. Et entre-temps, cette terre d'Afrique du Nord n'a connu que des conquérants. Et que les autochtones qui existent, ça c'est écrit noir sur blanc par Ernest Renan, hein, les habitants ne peuvent vivre heureux que sous domination étrangère. Et aujourd'hui, malheureusement, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on continue à développer cette perception étrangère de notre histoire. Revenons à commencer avec Yuba II. On a fait un grand voyage dans le temps. Qu'est-ce qui reste du règne de Yuba II en Afrique du Nord? Et on parle de construction de temples, de palais, de ponts, de théâtres. C'est quelqu'un qui a développé son... On a la pyramide de Tipaza d'ailleurs, d'abord Kbar Romia, le tombeau de la chrétienne, qui est toujours là. Et puis surtout cette ville de Volubilis, parce que bon, on parle beaucoup de la ville, mais j'invite les gens qui veulent découvrir les lieux d'aller voir l'aqueduc qui est derrière Moulay Idriss Zrhoun, qui a amené l'eau d'une source très lointaine. Il y a un aqueduc sur 2 niveaux. Et ensuite, Bab Tanja, c'est-à-dire la porte qui fait face à Moulay Idriss Zrhoun, il y a 2 canalisations, une souterraine et une sur terre. Et après, quand on visite les lieux, bon, selon les mythologies de l'époque, le forum, le temple, le quartier industriel, si j'ose dire, avec plein de moulins à huile, avec une répartition, les moulins dont on a encore trace aujourd'hui, puisque jusqu'à une date récente, jusqu'avant l'électrification, on avait ce système. On revient sur les écrits de Yuba II. Je crois qu'ils ont... où est-ce qu'on les retrouve, ces écrits? Ils ont été utilisés par qui? Jusqu'à la fin du 19e, l'école normale supérieure de Paris utilisait les documents, le livre, le voyage, hein, c'est une sorte de voyage dans l'espace, et puis dans une découverte de l'espace, c'est-à-dire les descriptions des lieux. Et pendant le passage, il faisait ses observations sur la botanique, sur la flore, la faune, etc. C'est une sorte de carnet de voyage. Une sorte de carnet de voyage, absolument. C'est une sorte de cahier journal, en quelque sorte, il faisait du descriptif. Et c'était utilisé comme source en France sur l'Afrique subsaharienne. Puisque sur l'Afrique du Nord, on avait d'autres sources. On avait Lion africain, qui est quelqu'un qui a grandi au Maroc. Il a été piraté par les pirates et a été offert au pape vers début 16e. Il a été offert et il était un grand savant. Donc lui, il a documenté ça. Mais au sud du Sahara, c'était Yoba. C'était la seule source de Yoba, puisque aussi, vous savez, par le système des voyages, on a Yoba ou la Bonoptota ou la Lion africain. Quand ils arrivaient quelque part, ils demandaient des informations sur de l'autre côté, mais qu'est-ce qu'il y a? Et donc, on leur donnait des descriptions orales. C'est-à-dire, ils n'ont pas traversé toute la savane pour arriver jusqu'au tropique. C'est pas le cas. Là, l'arrêt s'arrête au niveau du Nil, comme il avait dit, donc le fleuve Niger ou le fleuve Sénégal, probablement le fleuve Niger, mais le fleuve Niger encore, il est immense. C'est-à-dire, il peut peut-être il est arrivé jusqu'à Timbuktu qui n'existait pas encore, ou peut-être Gao qui existait depuis très longtemps, puisque quand les Almoravides commencent au XIIe siècle, c'est-à-dire quelques 10 siècles plus tard, Gao était là, parce que c'est un grand hub commercial, comme on dit aujourd'hui, avec la savane avec les tropiques et ainsi de suite, et par-delà avec le Sahara, la Méditerranée, c'est-à-dire tout ce chaînon de commerce qui a fait l'histoire du Maroc, de toute l'Afrique du Nord, dans sa relation avec l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Ça sera tout pour aujourd'hui. On a essayé d'éclairer les auditeurs de Radio Ma'arif sur le règne de Yuba II et sur les rapports du Maroc ou de ce qui est le Maroc aujourd'hui ou l'Afrique du Nord avec l'Empire romain. Merci beaucoup, Si Mustapha. Merci à vous. Et on se retrouve dans un nouveau podcast parce que là, j'ai la tête qui chauffe. Abonne-toi!